Au gré du vent et des courants, récit à mots ouverts aux éditions Créateurs d'images. Au fil des flots et à rebrousse-loire, ce libre parleur n'a de cesse de raconter à sa manière une loire de légende par des récits qu'il aime à déclamer sur ses rives pour qui prend la peine de l'écouter. Dans l'esprit des trouvères de jadis, il va de ports en villages pour évoquer ce qui fut la grande épopée de la marine de Loire. Prenez garde. Il s'autorise quelque liberté avec la grande histoire. Vous lui pardonnerez aisément ses petites entorses à la vérité. Si au temps de la glorieuse marine de Loire, les marchandises étaient déchargées avec un ordonnancement rigoureux, chaque quai ayant sa spécialité, sa marchandise, pour les contes de Cénabum, on se heurte souvent à l'impossibilité de donner une cohérence à des nouvelles qui surgissent au hasard d'un déplacement, d'une idée, d'une anecdote. Organiser ce recueil en chapitres thématiques serait aussi vain qu'artificiel. Le mieux est de laisser faire le vent, qui n'a eu de cesse de lui souffler tout ceci au creux de l'oreille. Tous les récits de ce recueil ont servi de support à une petite animation qui n'avait d'autre objet que de mettre en forme un montage sonore pour son émission hebdomadaire à mots ouverts. Un QR code vous donnera la liberté de dénicher ces enregistrements réalisés avec les moyens du bord. Marinier à pied, il n'a d'autre ambition que de vous raconter ses sornettes lors d'animations en bord de rivière. Grande souvent est la différence entre l'écrit initial, tel que vous pourrez le découvrir au fil des pages, et la racontée publique qui n'est jamais figée dans le marbre. Quelques animateurs sur l'eau puisent dans ces récits matière à eux aussi narrer des histoires auprès des passagers d'un jour. C'est pour eux et ceux qui voudront bien faire de même que ce recueil a sa raison d'être, en leur donnant totale carte blanche pour se les approprier. Le sens de la propriété n'a pas sa place dans l'univers de la tradition orale. Dans d'autres lieux, les animateurs, les enseignants, les bibliothécaires et d'autres encore pourront se servir eux aussi dans cette collection hétéroclite pourvu qu'ils fassent l'effort de parcourir le livre. Prétendre distraire le monde en racontant des histoires est passé de mode selon les promoteurs avisés des animations et spectacles dans les innombrables guinguettes ligériennes et sur les podiums festifs qui ne sont que prétexte le plus souvent à un joyeux concours de décibels. Ne désespérons pas cependant de l'humanité ligérienne. Il se trouvera bien des oreilles attentives et des yeux patients pour profiter de ces bonimenteries au fil des flots et des mots. Le bonheur de la transmission et du partage se joue là. Loin des idées reçues qui prétendent que le bon peuple n'apprécie plus qu'on lui raconte des histoires. Cénabum a maintes fois vérifié le contraire, en constatant cependant que rares étaient les décideurs qui se risquaient à lui prêter l'oreille. Ceux-là sont obnubilés par la recherche de la notoriété, démarche qui les écarte irrémédiablement de l'authenticité qui sied à la pratique de la transmission des contes, des légendes et des mythes. Bonne lecture du recueil au gré du vent et des courants, pour qui aura la chance de se le procurer auprès de son auteur ou des salons du livre organisés par Vitalité Rurale, par le truchement de Christian Baudin.
ou en faisant un crochet par la bibliothèque du Liger Club de l'Orléanais. Ailleurs, cela risque fort d'être impossible. Il était une fois un tireux de jarre, un homme simple et pauvre qui vivait péniblement d'un travail harassant. Il ramassait du matin au soir des cailloux dans le lit de la Loire pour ceux qui voulaient bâtir maison, décorer leur jardin, ou bien constituer de délicats sols avec des galets polis par l'usure du temps et des flots. Nous sommes au début de l'année 1789. Une année de grande disette qui suivit un terrible hiver, comme on n'en vit guère en bord de Loire. Cette curieuse histoire mérite qu'on s'y attarde, pour tenter de comprendre les humains si c'est encore possible. Gustave n'avait plus de quoi manger. Les gens gardaient précieusement leurs maigres réserves et ne dépensaient leur argent que pour tenter de trouver pitance. Gustave, tout dépourvu qu'il était, se résolut à aller toquer aux portes de ses voisins, quémandant de quoi subsister encore un peu. Dans chaque maison, il recevait mauvais accueil et propos glacés. On le priait d'aller mourir un peu plus loin et de laisser tranquilles ceux qui avaient encore de quoi tenir le coup. C'est ainsi. La fraternité a ses limites, celle de la grande détresse par exemple. De rebuffade en contrariété, notre homme puisait dans sa détermination une énergie folle et un désir de survie de nature à soulever des montagnes. Ce qu'il ne pouvait obtenir par la pitié, il pouvait se l'approprier par la violence ou bien la ruse. C'est de ce second expédient qu'il usa. Il ne se nommait pas Renard pour rien. C'est vers la grande et belle demeure du châtelain qu'il guida ses pas. Il demanda à voir ce personnage important, ayant à lui proposer une solution pour nourrir à peu de frais sa nombreuse domesticité. L'homme était pingre. Gustave se faisait fort de le gruger aisément. La suite prouva qu'il ne se trompait guère. Le nobliau le reçut, poussé à la fois par la curiosité, tout comme la perspective d'épargner plus encore ses deniers. Gustave lui affirma qu'en tant que tireur de jarre, il venait de percer le secret de la fameuse soupe de cailloux, celle-là même qui nourrit son homme quand il n'y a plus rien dans ses réserves. L'avare se frottait les mains. Voilà bien une formidable opportunité qui s'offrait à lui, d'autant plus miraculeusement que l'homme ne lui demandait rien en échange que la possibilité de préparer sa mixture dans ses cuisines. Le châtelain, que nous nommerons Harpagon pour ne pas ternir la réputation de ses descendants, fit passer la consigne auprès de ses domestiques. Chacun devait faire en sorte de laisser le brave Gustave préparer sa soupe des 4 galets, car tel était le nom de ce miracle de la nature. Devant tous les gens d'Harpagon, notre tireur de jarre expliqua qu'il avait découvert la composition de la plus économique des soupes. Il partit dans une longue explication, détaillant par moult détails les propriétés respectives des minéraux qui entraient dans la composition de la mystérieuse recette. Plus il parlait, plus il donnait d'informations, plus sa crédibilité grandissait parmi ses hôtes. Il savait que les crédules aimaient à se nourrir de belles paroles, et en la matière, il était homme à avoir la langue bien pendue. Son long exposé tenu avec brio, il sortit de sa besace 4 galets de belle taille, l'un en silex, l'autre en quartz, un de granit et le dernier en balzane. Il affirma catégorique et péremptoire que nul autre assemblage n'était possible, et que seul un fin connaisseur de la chose minérale comme lui pouvait identifier sans risque d'erreur les bons cailloux à jeter le moment opportun dans la marmite, à la condition exclusive qu'ils vinssent de la Loire et de nul autre endroit. Pour l'heure,
son auditoire buvait ses paroles, à défaut de pouvoir s'en nourrir, ce qui ne devait plus tarder à l'en croire. Il fit quérir une énorme marmite en fonte, demanda qu'on allume le feu dans la cheminée et pendit la marmite pleine d'eau sur sa crémaillère. Quand l'eau commença à frémir, il y jeta le quartz, assura qu'il convenait de commencer par lui au risque de tout faire échouer. Puis, aux premières bulles qui éclatèrent à la surface, ce fut au tour du silex et du granit de rejoindre le premier galet. Cette fois-ci, précisa-t-il, il n'y avait pas de préférence pour l'un ou l'autre, mais que le mieux était de les jeter dans le même mouvement pour réaliser une osmose parfaite. Plus il expliquait, plus son public donnait de l'importance à sa parole. Il ajouta que pour le dernier caillou, il convenait que l'eau dans la marmite bouillonne à gros bouillon, et que c'était précisément à cet instant qu'il fallait y plonger le balsate et une poignée de gros sel pourvu qu'ils proviennent du faux-sonnage. Harpagon jura ses grands dieux qu'il n'avait chez lui que du sel dûment taxé. On se gaussa dans la cuisine, et le cuisinier en personne ajouta ce que Gustave exigeait. La marmite faisait grand bruit, les galets roulaient sous l'effet de l'eau en ébullition, sans qu'aucun parfum ne vienne enchanter les narines des spectateurs. Notre tireur demanda à chacun d'aller vaquer à ses affaires. La cuisson demandait en effet une paire d'heures pour que l'alchimie puisse s'opérer tranquillement. Gustave demanda simplement la présence de Toinette, une servante simplette qui aurait, selon lui, à touiller régulièrement le contenu de la préparation. Harpagon avait affaire et souhaitait aussi que son personnel ne reste pas inactif aussi longtemps. Il pria chacun de vaquer à sa tâche et confia la Toinette au service de Gustave. Quand tous furent partis, le gredin glissa quelques gentillesses à la petite avant de lui demander d'ajouter sans rien dire à personne un poireau dans l'eau. Elle fit ce qu'il lui demandait, puis alla chercher des pommes de terre, une citrouille, un gros navet, quelques carottes, du persil, des épices, et aussi un bon morceau de lard. Les galets malaxèrent le tout avec application et efficacité. Quand tous revinrent au bout de 2 heures, la cuisine sentait fort bon, mais plus rien n'était identifiable dans la marmite, si ce n'est qu'un bouillon parfumé et fort coloré. Harpagon se réjouit de ce miracle et demanda s'il était possible de refaire une soupe avec les 4 cailloux. Gustave d'affirmer qu'ils étaient à usage unique, mais qu'il pouvait lui vendre pour un bon prix un sac contenant des galets n'ayant jamais servi. Il acceptait de faire commerce avec lui pour peu qu'il lui fît cadeau d'un bon peu de la présente soupe. L'affaire fut conclue, et nos Tirejar repartit avec de quoi manger et une bourse bien pleine. Quant à Toinette, elle eut droit à un gros béco dans le cou, ce qui enchanta la petite et acquit à jamais son silence.